France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bonjour à tous et bienvenue au club. En littérature jeunesse, on lui doit Le Monde de Lucrèce avec la dessinatrice Catel. Écrivaine, scénariste, Anne Goscinny porte le nom de son père, René. Elle a un frère aussi, un frère de papier, le petit Nicolas que René Goscinny a inventé avec Sampé, et un autre, Astérix. Mais ce midi, c'est le petit écolier qui nous préoccupe alors que sort en salle dans 15 jours l'adaptation de Le petit Nicolas. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? 12h50, le Book Club, comprendre la guerre en Ukraine, écrit sur le vif, mais ne manquant pas pour autant de profondeur historique. 2 livres nous ouvrent les portes de cette compréhension, ceux de l'écrivain Yegor Gran chez POL et Anna Colin-Lebedev au Seuil. Bienvenue au club, une émission programmée par Henri Leblanc, préparée et coordonnée par Laura Dutèche-Pérez. Cristal d'or au festival du film d'animation d'Annecy. Le petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, revient sur la naissance du petit Nicolas, ses amis, leurs jeux, leurs bagarres. Extrait. Eh, c'est toujours le gamin pour ton journal de Bordeaux ? Ouais. Dis donc, il est marrant lui, c'est qui ? Lequel, faut voir ? Celui-là. Ah ouais, je l'aime bien lui. Bah justement, je voulais t'en parler. À la rédaction, ils m'ont demandé de le développer pour leur édition du dimanche. Mais bon, tu sais, moi, l'écriture, c'est pas trop mon truc. Mais toi, t'es le magicien des mots. Ça te dirait pas qu'on en fasse quelque chose tous les deux ? Oui, si tu veux, oui. Mais tu voyais ça comment ? Eh bah toi, tu lui écris des histoires, moi je les illustre. Et voilà, on fait ça entre copains. Ça serait chouette, non ? Mais oui, t'as raison. Et il a un nom, ce petit garçon ? Bah, je pensais à... Nicolas. Nicolas. Ouais, ça lui va bien, Nicolas. Et bah voilà, les formidables aventures de Nicolas. Ouais. Attends, pas... Si on l'appelait tout simplement le petit Nicolas. T'as raison, c'est mieux. Allez, on trinque. Au petit Nicolas. Au petit Nicolas. Extrait du film en salle dans 15 jours avec les voix de Alain Chabat et de Laurent Lafitte que vous aurez peut-être reconnu. Anne Goscinny co-signe le scénario et les dialogues et raconte le film dans un roman. Le roman du film, de la bande dessinée. Anne Goscinny, bonjour. Bonjour. C'est une mise en abîme. Oui, absolument. Non, c'est une merveilleuse aventure que j'ai eu la chance de vivre. J'ai coécrit mon premier film. J'ai été confrontée à la problématique de la description, des dialogues, enfin tout un tas de choses vraiment passionnantes. Et puis, ce petit personnage a dans ma vie une importance très particulière, une signification aussi particulière, puisque, je vais vous dire un drôle de truc, mais on n'a pas tous été Gaulois comme Astérix, on n'a pas tous été cow-boys comme Lucky Luke, on n'a pas tous été héros des Mille et une nuits comme Is No Good, mais on a tous été enfants. Et avec ce personnage, j'ai toujours eu le sentiment que mon père me racontait son enfance, post-mortem forcément. Frère de papier, j'exagère un peu en le disant, ou Non. ça a quelque chose de juste ou de vrai pour Non, vous ? ça a quelque Qu'est-ce qu'il a chose- représenté, ce petit Nicolas ? Alors, ça a quelque chose de très juste, tous ces frères de papier. Mais frère, ça n'impose pas une idée de surveillance. C'est-à-dire que, alors que je vieillis, il y a 25 ans, j'aurais peut-être cautionné frère de papier. Aujourd'hui, j'ai plus envie de dire enfant de papier. J'ai l'impression qu'ils comptent sur moi, ces personnages, pour veiller sur eux, pour les materner. C'est-à-dire que je suis devenue mère, dans la réalité, de 2 enfants merveilleux, Simon et Salomé. Et donc, j'ai dû développer cet instinct maternel qui ne s'arrête pas là et dont il profite aussi, j'imagine. Y compris mère du petit Nicolas, qui est l'enfant de votre père et Oui, de Sampé. alors- Alors là, ça devient compliqué. Alors évidemment, si un psychanalyste Oui, nous passe par écoutait, là. il se dirait, tiens donc, Elle a des elle est choses à donc nous la dire. mère de l'enfant de son père. Là, bonjour Édipe. Exactement. D'autant plus que vous êtes aussi la mère de votre père, dans la manière dont vous avez eu aussi de le réinventer, de l'imaginer pour ce film. Cette adaptation que vous avez réalisée, vous le disiez, première fois, première écriture d'un scénario, première adaptation pour le cinéma. Et votre père se retrouve être, lui, un personnage presque de fiction, en tout cas un personnage animé. Oui, j'ai vécu une expérience encore une fois formidable. Mon père de personne est devenu personnage.
Alors pour tous les enfants, moi j'avais 9 ans quand mon père est mort, très brutalement. Il était une sorte de Dieu quand on est petit. Et puis, il n'a pas eu le temps de descendre de son Aventin, puisqu'il n'a pas vécu la crise d'adolescence. Et finalement, de cette sorte de Dieu, il est devenu une personne, et puis j'en ai fait un personnage. Et je dois dire que ça a été une expérience incroyable. La perte, le deuil, l'absence d'un père, hein, vous l'avez raconté dans Le bruit des clés, ce roman, Anne Goscinny aussi. Cette perte-là, est-ce que vous avez le sentiment de l'avoir transformée aussi, en continuant à vous occuper de ces personnages, de l'avoir gardé en vie, en les gardant, eux, vivants? Je crois en fait que on avance quand on est orphelin, comme moi, très jeune, puisque j'ai perdu ma mère très jeune aussi. Ils avaient tous les deux 51 ans. On avance quand on réalise qu'il faut faire le deuil du deuil. Donc il faut cesser de vouloir le contourner, ce deuil, de se dire, voilà, maintenant il faut vivre sans. Moi, j'ai décidé de vivre avec lui, avec elle, de m'occuper de leur mémoire, sans pour autant ne pas vivre ma vie. Alors sans verser dans la chambre verte de François Truffaut, je ne mets pas des bougies, je n'ai pas élevé un hôtel, mais ma façon à moi de continuer à les aimer et de m'imaginer que là où ils sont, ils continuent à m'aimer, c'est de m'occuper de leur mémoire, en particulier de celle de mon père. En faisant évoluer ces personnages comme je l'ai fait avec ce film Le Petit Nicolas. Garante de l'œuvre de son père, c'est une responsabilité évidemment. Comment est-ce qu'on s'en charge? Comment est-ce qu'on la porte? Qu'est-ce qu'on en fait de cette responsabilité? Alors d'abord, c'est une responsabilité extrêmement douce, puisque mon père est toujours synonyme de sourire de lecture, de souvenir de lecture. Et souvent, les enfants encore, les témoignages, je recueille des témoignages de gamins qui me disent moi, j'ai appris à aimer lire. Grâce à votre père, j'ai aimé découvrir des calembours dans Astérix, j'ai compris les jeux de mots, j'ai compris qu'on pouvait jouer avec les mots. À l'heure où les enfants, pour les enfants, les mots, c'est souvent, ça peut être compliqué à écrire, etc. Tout d'un coup, qu'on puisse jouer avec les mots, finalement, c'est à mon père qu'ils le doivent. D'autant plus que on dit garant de l'œuvre de votre père, mais ce père a créé une œuvre et elle appartient aujourd'hui à tous ses lecteurs. Hein. Oui, elle appartient à ses lecteurs et puis surtout mon père n'est jamais l'unique créateur puisqu'il était scénariste. Il a co-créé Astérix avec Albert Uderzo, Is No Good avec Jean Tabary. Il a scénarisé plus de 40 épisodes de Lucky Luke avec Maurice. Il a créé Ce Petit Nicolas avec Jean-Jacques Sampé. Donc mon père est le co-créateur et je suis la co-garante. Et Jean-Jacques Sampé vient de partir. Absolument, le 11 août dernier, à une semaine de ses 90 ans. Voilà. Il vous a accompagné, on imagine, toutes ces années-là, en tout cas dans tout ce qui s'est passé autour du petit Nicolas. Quel ami était-il? Oh, c'était pour mon père un ami merveilleux. Il disait d'ailleurs, il avait cette phrase que j'aime beaucoup, il disait « René Goscinny a été mon premier ami parisien, autant dire mon premier ami ». Et c'est une amitié jamais démentie. Et puis, quelques jours avant la mort de mon père, ils déjeunent ensemble. Dans le film, ce déjeuner, on en fait un dîner. Et ils se disent, tiens, on va reprendre le petit Nicolas, mais cette fois-ci, on va le mettre dans une école mixte. Puisque le petit Nicolas s'arrête en 64 et il décide en 77 de reprendre Nicolas. Et puis mon père meurt brutalement. Ça n'a donc pas été fait. Et quand j'ai dit à Jean-Jacques, qu'est-ce que tu penserais d'imaginer que je vous raconte en dessin animé, il a été dubitatif parce qu'il a fallu créer une grammaire picturale pour représenter le monde des auteurs et puis être très fidèle au trait de Sampé, animer le trait de Sampé. C'était une gageure puisque le trait de Sampé, vous le connaissez, je ne vais pas vous le décrire, il est inanimable. Il est fait de silence, il est fait de blanc, il est fait de telle façon qu'on puisse se projeter à l'intérieur d'un dessin de Sampé. Et pour animer un trait, il faut lui donner des contours. Et ça, c'était très compliqué. Et donc, nous avons dans le film l'univers de Jean-Jacques Sampé et de mon père, c'est-à-dire de personnes, entre guillemets, réelles, et puis l'univers des dessins de Sampé. Et il a fallu que les deux univers se répondent, s'épousent, sans jamais se trahir, sans jamais être dissonants.
Du coup, il vous a donné des trucs pour essayer d'animer son dessin. C'est vrai que le petit Nicolas, jusqu'ici, c'était plutôt de la prise de vue réelle. Oui, oui, il y a eu Dans 3 films en prise de vue dans réelle, les oui. films qui ont été faits, Oui. effectivement, des aventures de ce personnage-là, probablement pour contourner ce travers que vous évoquiez. Oui. Peut-être qu'il y avait aussi une interdiction qui pesait jusqu'ici sur le film d'animation. Ah, non, il a fait pire que me donner des conseils. Pire que pire. Il m'a dit, je te fais confiance. Alors là, c'est compliqué. Parce que là, cette confiance-là, il fallait pas la trahir. Il fallait qu'il soit heureux. On lui montrait des morceaux de film. On allait chez lui au fur et à mesure de la progression du travail. Et à chaque fois, il avait l'œil brillant. Parfois, l'œil brillant de larmes d'émotion ou l'œil brillant de joie. Vous dites, Sampé, que vous n'aimez pas trop quand on dit que c'est un humoriste, un poète, que c'était d'abord pour vous un philosophe. Oui, Il fait partie aussi de cette génération des dessinateurs, des scénaristes, des auteurs, comme votre père, qui avaient un monde en soi, dans leur tête, qui tournait, qu'ils avaient envie de raconter aussi à travers leurs histoires et leurs dessins. Oui, Jean-Jacques était un être parfaitement à part. Pianiste contrarié, il aurait adoré être pianiste de bar. D'ailleurs, moi, j'ai toujours eu un piano chez moi et quand il venait dîner à la maison, il y avait ma mère évidemment, il se mettait au piano et moi, dans ma tête d'adolescente, je me disais, il faudrait qu'il reste à sa table à dessin. Mais il était à lui-même un dessin de Sampé. Je me souviens de son atelier à Montparnasse, c'était un dessin de Sampé. Il ressemblait à ces personnages. Oui, il ressemblait à ces personnages. Et comme moi, je suis toute petite et que je suis toujours la plus petite de tous, dès que je suis petite dans un grand espace ou dans Paris ou sur le pont pas très loin, que j'emprunte souvent pour aller au cinéma, je me fais penser à un dessin de Sampé avec mes écouteurs dans les oreilles, regardant l'air qui passe. Et le petit Nicolas, c'était eux deux réunis. Ils Absolument. ont mis leurs billes, leurs histoires, leurs souvenirs de cours d'école Tout ce qui est, dans ces pages. Oui, tout ce qui concerne le sport. Mon père n'était pas un grand sportif. Tout ce qui concerne le sport, le foot, les colonies de vacances. Mon père n'avait aucune expérience de tout ça. Et Jean-Jacques Sampé lui a raconté. Et mon père a mis en musique quelques souvenirs de Jean-Jacques. Et puis, pour tout ce qui est les scènes qui se passent à la maison, les copains, je suppose que mon père s'est inspiré de sa propre histoire. Et pour moi, c'est d'autant plus émouvant d'ailleurs, puisque comme cette enfance, la sienne, qui a été une enfance argentine, il n'a pas eu le temps de me la raconter. Je ne peux pas m'empêcher, quand je lis une histoire du petit Nicolas, de me dire, ah bah tiens, chez lui, ça se passait comme ça. Quand les parents se disputaient, il n'y avait pas de menace de divorce à la clé, mais il y avait une chouette tarte aux pommes qui venait sceller la réconciliation. Vous le dites, c'était pour Sampé, votre père a été le premier ami parisien. Oui. Ça veut dire que Sampé n'était pas parisien? Non, Sampé était bordelais. Il arrivait de Bordeaux, il était Oui. monté à Paris. Voilà. Et votre père arrivait des États-Unis. Et mon père a passé d'abord une vingtaine d'années en Argentine, et puis ensuite 7 ans à New York. Et puis, il est passé par Bruxelles, où tout se passait pour la bande dessinée, et il est arrivé à Paris. Alors ce film, et ce roman du film, ce n'est pas un nouvel épisode des aventures du petit Nicolas, c'est réellement un biopic, le premier biopic d'un personnage de fiction et la genèse de sa création. À l'époque, votre père, vous le disiez, avait une courte longueur d'avance sur Jean-Jacques Sampé. Il était, lui, René Goscinny, déjà le co-auteur de Lucky Luke. Il avait la vingtaine. Ils avaient tous les deux, d'ailleurs, la vingtaine. Oui. Votre père, quelques années de plus seulement. Et c'est en 56 qu'ils vont donner naissance l'un et l'autre au petit Nicolas pour un journal belge. 59 dans Pilote, c'est réellement l'acte de naissance du Oui, personnage. d'abord, le petit Nicolas existe en bande dessinée. Et puis, dans Sud-Ouest Dimanche, on leur propose d'en faire une nouvelle. La première nouvelle s'appelle L'œuf de Pâques, puisque c'était au moment de Pâques. Et là, ils comprennent l'un et l'autre qu'ils tiennent quelque chose. C'est publié en album chez De Noël. Ça n'a aucun succès. Et puis, ils passent dans l'émission animée par Pierre Dumaillet qui s'appelle Lecture pour tous. Et là, le succès est fulgurant. Et mon père écrira, ça on le sait peu, 222 histoires du petit Nicolas. Ce qui est énorme. Qu'il n'a pas
toutes publiées. Si, alors, il les a pas toutes publiées de son vivant, mais moi, il y a une vingtaine d'années, j'ai repris les histoires qui n'avaient pas été publiées en album, mais uniquement dans des magazines, et j'en ai fait 3 volumes, et j'ai appelé ça les histoires inédites du petit Nicolas. J'ai monté à cet effet une maison d'édition avec mon mari, Aymar Duchâtenay, et qui lui a fait un travail énorme de... il a été rechercher les archives, nettoyer les dessins, enfin, sous l'œil très bienveillant et très heureux de Jean-Jacques Sampé. Très émouvant d'ailleurs, souvent les rencontres où on montrait à Jean-Jacques les textes qu'on avait retrouvés et ses dessins. Et on avait l'impression que mon père, le temps d'une redécouverte, était revenu parmi nous. Et ces 200 histoires en quelques années seulement, en fait, du coup. Absolument, entre 59 et 64. Et 64, donc c'est dingue. 5 ans simplement. 222 histoires. Pour le petit Nicolas. Ouais. Autant dire qu'il était habité par ce personnage. Oh, il était habité par tous ces personnages, puisque quand on voit la vie très courte qu'a été la sienne et sa production colossale, je me dis que c'est un miracle qu'il ait pris le temps de faire un enfant. Un vrai enfant. Un vrai. Aujourd'hui, le film va sortir sur les écrans. Quel point commun entre cet enfant, le petit Nicolas des années 60 et la jeunesse d'aujourd'hui, un petit garçon dans une cour d'école mixte, comme vous l'évoquiez, Anne Goscinny? Alors le point commun, il est très intéressant parce que les accessoires ne sont pas là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enfants ont des téléphones, ont des tablettes, sont connectés en permanence, déjà très petits. Et à l'époque, le petit Nicolas, il était connecté par rien du tout, si ce n'est par l'amitié, par la camaraderie. Et ce qui rassemble les enfants d'hier et ceux d'aujourd'hui, finalement, ce sont des valeurs éternelles comme l'amitié, la camaraderie, l'amour qu'on a pour ses parents, la tendresse qu'on a pour son instituteur. Aujourd'hui, on dirait son enseignant. À l'époque, on disait la maîtresse, le maître. Tout ça sont des choses finalement très pérennes. Je pense que les enfants d'aujourd'hui font fi des accessoires qui n'existaient pas à l'époque pour être très heureux de revivre l'enfance d'un petit garçon du tout début des années 60. Voilà, les bêtises, les blagues, la camaraderie. Les bêtises, les blagues, ça, et puis si on séchait l'école, et puis on a peur de rapporter le carnet de notes à la maison, parce qu'on a eu un 2 en dictée, et voilà, tout ça, ça reste quand même assez actuel. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Le petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Cette phrase, elle n'est pas aussi légère qu'il n'y paraît. Elle est peut-être plus chargée de sens qu'on l'imagine. Vous pouvez nous l'expliquer? Oui, j'ai voulu qu'au centre du film, il y ait quelque chose de très joyeux grâce à la musique de Ray Ventura. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Et ce sous-titre, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, vient mieux que n'importe quelle phrase parler du film, puisque ce film est une histoire de résilience. Jean-Jacques Sampé a eu une enfance très difficile. Aujourd'hui, on dirait une enfance maltraitée. Mon père a eu une fin d'adolescence guillotinée par le drame de la guerre, puisque quasiment l'intégralité de sa famille, tant russe que polonaise, a été exterminée par les nazis. Donc finalement, d'une enfance maltraités à une fin d'adolescence massacrée, ils ont réussi tous les deux à créer un personnage qui vient parler mieux que n'importe qui de l'enfance. C'est un modèle de résilience. Alors je sais que ce mot résilience, on le met un peu à toutes les sauces, mais là je crois qu'il est bien employé pour une fois. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? C'est le point de départ oui. de leur aventure, de cette nouvelle aventure dont vous avez repris le flambeau. Anne Goscinny, écrivaine, scénariste, est notre invitée jusqu'à 12h30. France Culture, bienvenue au club. Non, mais a fini, c'est couvert la soleil.
Le saxophoniste, claviériste et compositeur Laurent Barden, que l'on avait quitté en duo avec Bertrand Belin l'an passé avec les envolées d'un titre Oiseau, et toujours ici avec sa formation Tigre d'eau douce. Ce morceau qu'on vient d'écouter joue en nous rivé, qui ressemble étrangement à cet oiseau, comme un prologue. Ici, il le signe en duo avec la Guadeloupéenne Célia Wa. Il sera en concert, Laurent Barden, avec son groupe le 30 septembre à Paris, Colmar, Saint-Étienne. Ça va tourner. Et avec nous aujourd'hui, l'écrivaine Anne Goscinny. Lucrèce, c'est votre héroïne à vous, dessinée par Cattel. Le 7e volume de ses aventures paraît en cette rentrée avec cette pré-ado collégienne qui est votre jeune héroïne, Lucrèce. Être à la hauteur du père, vous l'avez dit, vous l'avez raconté, Anne Goscinny, ça vous a longtemps traumatisé, empêché de bouger sur ce registre-là très singulier, particulier qu'est la littérature jeunesse. Vous aviez écrit des romans jusqu'ici, vous avez mis du temps à vous choisir peut-être une héroïne. Lucrèce, c'est votre pas de côté, c'est votre enfant à vous. Oui, Lucrèce est née d'une très grande amitié, puisque Cattel a écrit et dessiné ce formidable roman des Goscinny, et pour ça on a passé beaucoup de temps ensemble. Et puis je lui ai beaucoup parlé de mon père, on a passé beaucoup de temps ensemble. Et puis un jour elle m'a regardée, elle m'a dit « Mais tu sais, je t'écoute, je te regarde, t'es beaucoup plus drôle que dans tes romans qui sont assez déprimants. Tu veux pas qu'on essaye de faire un truc toutes les deux? Quand deux amies s'aiment d'amitié tendre et qu'elles sont toutes les deux créatrices, qu'est-ce qu'elles font? Elles font un personnage. » Et je lui ai dit, bah non, bien sûr, moi je vais pas me mettre dans les pas de géant de mon père, mes tout petits pieds dans les pas de géant de mon père. Et puis effectivement, 3, 4, 5, 10 jours après, je sais plus, je lui ai envoyé les 3 premières histoires de Lucrèce, qu'elle a immédiatement illustrées. On les a envoyées à Gallimard Jeunesse, qui tout de suite nous a commandé 3 volumes, et puis encore 3, et puis encore 3. Et aujourd'hui, on est les 2 heureuses mères ou créatrices de cette jolie petite fille, et qui plaît beaucoup aux très jeunes adolescentes. Enfin, Lucrèce rentre en 6e, et voilà, les petites filles se retrouvent. Souvent, quand je les croise à l'occasion de signatures, elles me disent « Oh là là, j'adorerais être sa copine. J'ai demandé une tortue comme Lucrèce à ma mère pour mon anniversaire. Je reçois des messages. » Enfin, c'est extra, quoi. Voilà, on ne vous remercie pas d'ailleurs pour la tortue. Oui, je crois que vous êtes une victime collatérale de Lucrèce. Je n'ai pas cédé encore à la tortue, ni au rat, ni à toutes ces petites bêtes charmantes qui peuvent occuper notre quotidien. Anne Goscinny, la bande dessinée, vous ne trouvez pas qu'au fond, elle manquait quand même aussi, ou la littérature jeunesse, cruellement d'héroïnes? Je ne sais pas à qui vous vous êtes identifiée, petite, mais on a l'impression qu'on a quand même toutes grandi dans un univers de personnages de fiction masculin, à commencer par le petit Nicolas, par Astérix, par Lucky Luke, et ces personnages qui avaient été imaginés par votre père. Alors moi, j'ai jamais été en manque d'héroïnes féminines, parce que je suis une grande passionnée de la comtesse de Ségur, et je me suis toujours identifiée à un de ces personnages qui est pas très connu d'ailleurs, qui est Marguerite de Rosebourg, parce que la petite Marguerite perd son papa dans un naufrage, et il faut qu'elle fasse sang. Et puis un jour, miracle de la littérature, le père revient, finalement, il n'est pas mort pendant ce naufrage, il a été sauvé grâce à des bons sauvages, le mythe du bon sauvage, et la petite Marguerite retrouve son père. Et moi, cette petite Marguerite de la comtesse de Ségur m'a accompagnée toute mon enfance, m'a accompagnée aussi Henri Troyat avec le personnage de Viou, qui est une petite fille de 10 ans aussi qui perd son père, une trilogie d'Henri Troyat merveilleuse, mais surtout m'a accompagnée et m'accompagne encore chaque jour l'immense Anne Sylvestre, donc qui est votre bonne fée et à qui qui est mon héroïne et à qui je dédie souvent des textes et des livres. Et voilà, donc j'ai pas été en mal d'héroïne de papier ou de chair féminine. Voilà, Anne Sylvestre, en un mot, c'était qui pour vous? Anne Sylvestre, c'est la femme de ma vie. C'était une amie de ma mère. C'est ma grande passion. C'est la personne qui, mieux que quiconque, sait tricoter les mots, raconter des histoires, c'est émouvoir et faire rire le temps d'une chanson. Et c'est surtout nous faire avancer, nous les femmes et eux les hommes.
qui souvent ont bien besoin qu'on les aide un peu à avancer. Voilà, vous avez élargi la famille avec Lucrèce Anne Goscinny, cette grande famille dont vous vous occupez aujourd'hui. Le monde de Lucrèce, 7e volume co-signé, bien sûr, avec la dessinatrice Catel, vient de paraître chez Gallimard Jeunesse. Vient de nous rejoindre Sébastien Thème, bonjour. Bonjour Olivia. Plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et au sommaire de ce book club à partir de 12h50. La Russie, l'Ukraine et le retour de la guerre avec 2 auteurs, Yegor Gran et Anna Colin-Lebedev. On vous a fait une liste aussi de 3 livres pour comprendre ce conflit et vous pouvez la compléter de vos lectures. #BookClubCulture, Olivia. Le roman du film paraît chez Imav Éditions, la maison d'édition que vous avez co-créée, Anne Goscinny. Le film sortira en salle le 12 octobre. Le petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. À tout de suite, Sébastien Thème avec nos invités. À tout de suite, Olivia.